va, comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, l'armée des États-Unis est en train de renouveler ses armes, ou plutôt, elle ne les renouvelle pas. Elle lance un programme de modernisation accéléré. Le système de défense aérienne Patriot, destiné à améliorer les performances contre les menaces de missiles complexes à grande vitesse, y compris des systèmes comme le Skinder de Russie. C'est bien, car il va aussi montrer une autre image surprenante. Eh bien, ce sont ces robots pompiers qu'ils continuent de présenter, cette fois-ci dans le Sichuan en Chine, montrant leur utilisation lors de gros incendies. C'est une façon de pouvoir s'approcher davantage du feu sans trop de risques. Eh bien, cela fait aussi partie des usages de la robotique qui deviennent de plus en plus visibles. Voilà, c'est déjà un exemple concret de l'utilisation pratique de la robotique. Aussi, une autre image que nous voyons ici. Eh bien, ici, nous voyons ce que c'est. Les militaires du Venezuela exhibant donc leur armement, dont on dit qu'il s'agirait de copies d'une arme iranienne appelée la 56-1. Une autre image publiée aujourd'hui montre un vol où une fenêtre à l'avant a explosé. Les masques à oxygène sont immédiatement utilisés pour éviter la décompression. Bien qu'elle ne se casse pas complètement, on peut voir, regardez, la fenêtre ne se brise pas entièrement. Mais bon, évidemment, cela attire l'attention. On sait où est ce vol? Non. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont bien arrivées. C'est-à-dire, elles sont arrivées totalement saines. Et parce qu'elle a 2 couches, selon leurs explications. Mais par sécurité, on fait aussi cela de mettre les masques. Une autre image surprenante est celle-ci du Cambodge. On n'entendra pas très bien. Non, très bien. Bon, la vraie. Comment ils nomment la vraie armée de soldats au Cambodge? Eh bien, ça le montre. Ces images où, eh bien, ils sont en train de se tirer dessus, ce ne sont plus des exercices, ce sont, eh bien, des attaques qui se produisent d'un côté et de l'autre de la frontière aussi. Eh bien, ça surprend et d'un autre côté aussi. On voit aussi cette image de roquettes DTI de 122 mm. On peut les apercevoir en bas. Là, on les voit. Écoutons. Écoute. L'armée royale thaïlandaise montre bien, elle tire sur les positions de l'armée cambodgienne dans la province de Bертhenay. Ceci se passe en face de la zone de Thap Raya où il faut rappeler qu'à la frontière, près d'1 million de personnes ont déjà été évacuées des 2 côtés. C'est impressionnant, car malheureusement ce conflit prend de l'ampleur et aussi dans les images du jour, on montre ce nouveau directeur. C'est le directeur qui s'appelle Mia Mauricio. Et donc, c'est le directeur chargé du soutien émotionnel, Mia Mauricio. Il est généralement très exigeant dans son domaine, il est assez efficace, il touche un double salaire, il a déjà reçu sa prime de fin d'année et il porte souvent un costume complet, pas toujours, et un costume Mia. Mauricio y va quand il en a envie, il entre dans les réunions à l'heure qu'il veut. Eh bien, tu sais, celui-là, c'est le chef, pas Mia. Mauricio, eh bien, donc, en travaillant dans une entreprise mexicaine d'ailleurs, et aussi bon. Une autre image est celle-ci, regardez. Ce sont des chars russes qui, face aux attaques ukrainiennes avec des drones, ont mis des conteneurs. Ils placent littéralement des conteneurs utilisés sur les trains ou dans les navires. Et comme ils sont en métal, ils essaient ainsi de se défendre ou de se protéger des drones ukrainiens. Eh bien, ils cherchent des moyens de se défendre. Évidemment, ça s'est un peu prêté à rire, non, parce que ça ressemble à des chenilles. Ils ont vraiment l'air drôles. Franchement, les chars de guerre, mais bon, ça fait partie de la créativité, disons, que les soldats doivent avoir en général. Non, imagine. Bon, en ce moment, je ne pense pas parce qu'il fait un froid de canard, mais oui, c'est bien aussi, vraiment impressionnant. Maintenant, un autre sujet, c'est le volcan Popocatépetl, qui continue avec cette fumée. D'après ce qu'on nous montre dans le même cours dîner, eh bien ce matin, le Popocatépetl nous a surpris avec cette activité, alors que dernièrement, il n'y a presque pas d'image du volcan dans le centre du pays. Là, c'est bien. L'image du plateforme de recherche et d'étude des phénomènes de Webscap du Mexique, qui montre eh bien une partie de cette activité, surprend aussi en Inde. Ceci en... Dans la région du Cachemire? Cachemire, n'est-ce pas? C'est le Cachemire, eh bien, cette région montagneuse avec de la neige, et donc là-bas, en train de profiter de la neige, vraiment les Indiens profitant de la neige. En vérité, eh bien, surprenant, très intéressant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, une forte chute de neige a aussi été signalée en Arabie Saoudite.
Bien, un autre sujet, regardez cette technologie qu'il présente, dans laquelle on peut voir à l'intérieur. Ceci, c'est comme un prototype, j'imagine, mais vous allez pouvoir voir à l'intérieur d'un complexe, par exemple, d'une base. Avec ça, regardez avec des cafards, mais disons une sorte de puce, et alors les cafards entrent par les petits trous. Oui, c'est un essaim de cafards ou d'insectes, non. De différents types. Allons à l'endroit où ils sont, les voilà. Donc ces petites cafards, pas des soldats, disons que c'est ce qu'ils sont. Elles ont une sorte de puce et en réunissant toutes les informations, elles peuvent déterminer où se trouve l'ennemi. Quelles sont les entrées, sorties, etc. Notamment là où il y a des otages dans les tunnels. C'est-à-dire, en pouvant entrer partout, cela permet d'obtenir des informations sur des endroits ultra secrets. Ça aussi, eh bien, ça fait partie de cette technologie qu'ils sont en train d'annoncer. Ils ne sont pas en train d'annoncer. Oui, il me semble que c'est une entreprise allemande, non, celle qui porte ce projet de Swarm. Exactement. Eh bien, ça fait aussi partie des choses intéressantes d'aujourd'hui. Eh bien, en passant à un cas vraiment étrange, parce que soudainement, on va dire, eh bien, il n'y a pas de preuves. Il ne se passe rien dans le domaine de l'ufologie et tout ça. Et il y a un cas très intéressant dont j'aimerais vous parler, c'est ce cas qui est ici. Regardez la dame, cette famille, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la dame. Plusieurs personnes ont reçu une forte dose de réactivité en 1980. Son fils aussi, cette mère, il me semble qu'elle est, c'est aussi la grand-mère, reçoivent une quantité importante de réactivité. Et donc cela est même allé jusqu'aux tribunaux, parce que la famille a poursuivi le gouvernement des États-Unis. Tout cela simplement parce qu'ils demandaient « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eux, ils affirment avoir vu un objet volant non identifié en forme de diamant. Oui, cela leur a provoqué cela. L'objet s'est beaucoup approché. Il est descendu, il s'est beaucoup rapproché de l'endroit où ils étaient, puis cela leur a provoqué. Quelques jours plus tard, ils ont perdu leurs cheveux et ont eu des brûlures sur la peau et les mains. Les dessins qu'ils font, eh bien, ce sont ceux-ci. C'était comme une sorte de drone vers 1980 croisant un objet en forme de diamant avec une irradiation dans la partie inférieure, donnant l'impression d'une progression. Ah, l'histoire de la voiture? C'est l'histoire de la voiture, exactement, tu te souviens. Oui, elle est géniale. Elle est très intéressante et ce week-end, on la ramène à la mémoire de ces histoires passionnantes. Comment ça s'est passé ? Je me souviens que l'histoire qu'il raconte, c'est qu'ils roulaient la nuit en voiture et ils étaient allés, et je ne me souviens plus dans quelle zone. Et donc, c'était dans la nuit du 29 décembre, donc il n'y a pas longtemps. Eh bien, ça fait un an, non, bientôt. Betty Cash, Vicky Laudron et le petit Colby Laudron rentraient chez eux par une route rurale au Texas lorsqu'ils ont affirmé avoir eu, eh bien, cette rencontre rapprochée avec un objet volant non identifié. Et ce qui a commencé comme une lumière qu'ils voyaient entre les arbres s'est transformé en un grand objet en forme de diamant métallique brillant qui expulsait comme du feu de sa base. Et il était si bas qu'en fait, ils ont ressenti la chaleur et ont pensé que c'était, eh bien, que tout allait se terminer, non, en gros, et même, ils ont cru à un moment donné que c'était une manifestation divine, non. En voyant cet objet, eh bien, l'expérience ne s'arrête pas là, parce qu'après avoir observé cet objet, ils disent que 23 hélicoptères militaires sont apparus. Bon, c'est pour cela aussi qu'il y a une plainte contre les militaires. Pas exactement. Ils l'ont identifié comme étant le cargo hélicoptère 47 Chinooks et ils entouraient cet objet en forme de diamant. Apparemment, ils l'escortaient et l'objet ainsi que les hélicoptères ont disparu dans le ciel. Pendant ce temps, ces 3 témoins ont continué leur chemin et ont commencé à avoir ces symptômes graves. Je me souviens de l'histoire. On sentait la brûlure, n'est-ce pas? Qu'ils ont commencé à avoir après le contact avec cet objet. Puis, ils ont eu d'autres problèmes de santé, nausées, vomissements, brûlures, chute de cheveux, faiblesse générale, comme s'ils avaient été en contact avec énormément de radiation, en fait. Exactement. Eh bien, d'après ce qui est rapporté, il n'y a pas... En fait, une enquête a été menée. Le gouvernement des États-Unis a été poursuivi pour 20 millions de dollars. On n'a jamais réussi à relier les hélicoptères à aucune branche militaire, c'est-à-dire dans les titres entassement des titres c'est-à-dire personnes de l'armée. Ils ont reconnu que c'était eux. Évidemment, ils se sont cachés parce que qui d'autre cela aurait-il pu être, non? Des hélicoptères militaires opèrent là-bas sans que personne ne s'en rende compte. Évidemment, qui? Cette fois, il y a eu une couverture médiatique. C'est même apparu dans cette émission si célèbre sur ce mystère non résolu.
Oui, oui, c'est ça. Évidemment aussi dans une autre émission qui s'appelle That's Incredible, qui est une émission des États-Unis. Les sceptiques soutiennent que les victimes ont exagéré ou mal interprété les choses. On l'a critiqué partout, affirmant que ce n'était pas vrai, que ça ne s'était pas passé, etc. Les enquêteurs de, par exemple, MUFON, qui sont cette organisation qui cherche à enquêter sur ce type de cas et de sujets. Et tout cela, eh bien, ils ont continué à défendre la version originale et ont documenté les symptômes et ont documenté les preuves. L'affaire demeure à ce jour un mystère non élucidé. C'est-à-dire, même à ce jour, les militaires ne reconnaissent pas leur participation. Et alors, qui était en opération? Non, l'affaire, eh bien, ça fait déjà un certain temps, non. On parle des années de 80. Betty Cash, par exemple, la dame est décédée en 1998. Vicky Landreau est décédée en 2007. Il n'y a jamais eu d'explication. Ils sont décédés sans aucune explication, n'est-ce pas? J'imagine que le petit est encore en vie, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Exactement. Eh bien, c'est un cas vraiment intéressant. Très, très bouleversant. À tout à l'heure. Nous parlons de l'essaim en Californie, de celui au Japon, où un essaim sismique est aussi en cours. Aussi, eh bien, sur d'autres sujets d'information, non, mais en attendant, allons à d'autres points également, qui sont importants. Le chef de l'OTAN dit que plusieurs pays européens seraient déjà prêts à déployer des troupes en Ukraine. Que se passe-t-il? Quel est le bon? Quel est le bon mouvement? Ce mouvement va-t-il avoir lieu ou pas? Le fait est que le secrétaire général Marutte l'a déjà révélé. Lors d'une interview avec un média allemand, ce David assez connu a assuré que dans plusieurs pays européens, ils sont déjà prêts, ils ont déjà des gens prêts avec des armes et tout, pour déployer des troupes en Ukraine dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Qu'est-ce que cela ferait? Que si la Russie viole l'accord de conflit, eh bien évidemment, eux aussi pourraient entrer en guerre. Maintenant, nous parlons du fait qu'il faudrait conclure un accord avec la Russie. Il ne devrait pas y avoir un accord de paix avec la Russie, avec l'Ukraine, n'est-ce pas? Il dit, il ne s'agit pas d'un déploiement immédiat, mais d'un engagement sans. Eh bien, qu'ils se mettent d'accord pour mettre fin aux hostilités. Une fois l'accord trouvé pour cesser les hostilités, ils déploieront ensuite ces troupes de maintien de la paix. Et l'OTAN, eh bien, n'organise pas officiellement ce déploiement, mais forme ce qu'ils appellent une coalition de la volonté, où les pays membres agissent volontairement. Ils n'obligeront pas l'Italie à envoyer des troupes. Chaque pays enverra des troupes s'il le souhaite. Et cette coalition prévoit un déploiement terrestre, maritime et aérien, dont les détails eh bien, sont en train d'être négociés, sont en train d'être clarifiés. Et eh bien, le Royaume-Uni est l'un des principaux pays à avoir déclaré vouloir y participer. Le gouvernement de Keir Starmer affirme disposer d'un plan pour déployer des forces de maintien de la paix après la guerre. Qu'elle soit assurée eh bien, qu'il y ait un engagement de la part des deux pays. Eh bien, alors, cela veut-il dire que le pays de l'OTAN, mais pas en tant qu'OTAN, participerait à cela? Dans ce mouvement, ce n'est plus une possibilité, mais une certitude. Ils vont participer, c'est déjà acté. D'après ce qui est rapporté, cette position renforce la ligne de défense de l'OTAN. Et je veux dire, c'est l'OTAN elle-même qui l'annonce, même si elle dit que ce n'est pas de l'OTAN, mais bon, c'est elle qui le dit le plus. Ruth, évidemment, eh bien, c'est aussi important et bon. Et ici, l'article 5 s'appliquerait, mais ce qui s'appliquerait vraiment, ce serait une garantie qu'il mettrait en place, non. Elle serait principalement signée avec les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Cela aussi, eh bien, pourrait être une incitation, même si je ne pense pas que cela sera accepté par la Russie, mais cela pourrait être une incitation, pour qu'il n'y ait pas de prétexte concernant un engagement avec l'Ukraine, afin qu'elle se défende, non, enfin, pourquoi je dis l'Ukraine? Eh bien, je cède jusqu'à ce point uniquement parce qu'on me donne des garanties. Non. Exactement, c'est garanti. Oui, ils ont beaucoup clarifié les choses. Ruth Zelensky, cette rue, il faut que ce soit de vraies garanties, pas seulement quelque chose que l'on voit en apparence. Les États-Unis,
car ce sont eux qui assurent aujourd'hui les garanties de sécurité. Qu'il ne s'agisse pas seulement de paroles, comme les 2 accords précédents. Exactement, c'est bien là le grand doute. La peur qu'ils ressentent, bien sûr. Exactement. D'un autre côté, remarquez aussi qu'Erdogan lance un avertissement, cette fois à l'encontre d'Israël, et ce n'est pas seulement envers Israël. C'est-à-dire, Le jour... hier c'est très tranquille, hein, tu te souviens de ce que disait Erdogan? Non, 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 ici. Je veux que vous voyiez la Turquie comme Derrière le sous-marin? le lieu de la paix et je ne sais pas quoi exactement, et derrière avec un sous-marin de guerre, non. Il dit que la Turquie soit perçue comme un lieu de paix, de tranquillité et d'amour. Cochard et en visant... Et derrière, les tambours de guerre. Mais cette fois-ci, eh bien, Erdogan s'en prend à tout le monde. Il donne une tape à la Grèce, à Chypre, même à Israël. La Turquie promet de défendre ses droits maritimes. Tu dis quoi? C'est-à-dire, là tout de suite, je dis non, il y a un défi en ce moment. Pourquoi lancer des avertissements? Non. Comme la Turquie a plusieurs guerres en suspens, non? Oui, celle avec la Grèce. Pour commencer, à un moment donné, ça s'est arrêté parce qu'ils ont eu ce séisme très fort en 2023. Oui, en 2023, et voilà. Erdogan. En plus, il a présenté, eh bien, ses nouveaux atouts navals, y compris le sous-marin dont nous avons parlé, le Türkiye Cumhuriyeti Gemisi HISI Race, et des véhicules armés sans pilote. Sous une doctrine controversée appelée Patrie Bleue, qui vise à étendre l'influence turque en Méditerranée orientale et en mer Noire. Et cette stratégie, évidemment, a été critiquée par la Grèce et Chypre, qui affirment qu'elle menace leur souveraineté et l'accès à des ressources énergétiques clés. C'est pour cela aussi le commentaire d'hier, n'est-ce pas? Et la Turquie, eh bien, n'a plus signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce qui évidemment provoque un choc donc diplomatique. Exactement, un choc diplomatique et un choc que
Écoutez, y a-t-il un avertissement lancé de la part d'Israël concernant les exercices que l'Iran est en train de faire? Dernièrement, on a beaucoup parlé de toute la crise très dure qui se vit là-bas en Palestine. Même les États-Unis ont tiré les oreilles à Israël en disant « Écoute, Deandorès, tu dois respecter le cessez-le-feu en Palestine à cause de la situation actuelle. » Mais cette fois-ci, tous les regards se tournent vers Israël et l'Iran, qui a mené des exercices, qui a été en opération, et il semble qu'un mouvement se prépare, qu'un conflit potentiel approche. C'est du moins ce qu'Israël avertit en raison des mouvements qui sont en cours. Israël alerte que les tirs de missiles de l'Iran pourraient dissimuler une offensive surprise. Pendant ce temps, le chef du CENTCOM, qui se rend à Tel Aviv pour se coordonner avec l'État d'Israël, assure qu'ils sont tenus informés. Justement, à ce sujet, Israël informe les États-Unis. Écoutez, nous observons les mouvements iraniens, ils sont suspects, il semble qu'une opération de l'Iran contre Israël soit imminente. Le chef d'état-major israélien, Elial Samir, expose la menace directe à Brad Cooper, qui est le chef du commandement central des États-Unis, le célèbre CENTCOM, en soulignant que l'escalade pourrait se produire à des moments où les exercices dépassent l'habituel, c'est-à-dire que ce ne sont pas des exercices typiques, mais bien des exercices militaires, même avec des tirs d'armes réelles, avec des missiles. Qu'en dis-tu? C'est suspect, non? C'est-à-dire qu'ils mènent déjà, disons, des opérations plus dures, plus étendues. Ce rapprochement a lieu dans le contexte de la guerre récente qui a eu lieu en juin. Il faut rappeler qu'il y a eu une guerre d'environ 12 jours en juin, entre Israël et l'Iran, et que même les États-Unis étaient également impliqués là-bas. Les renseignements israéliens jugent qu'une action immédiate n'est pas nécessaire, mais signalent une urgence croissante. L'urgence. Elle pourrait plutôt augmenter d'ici le début ou même la fin de 2026, c'est-à-dire qu'en 2026, il y aura comme maintenant une possibilité latente de conflit. Iran-Israël, encore une fois. Exactement. Et en même temps, il rapporte qu'Israël se prépare à informer Trump sur le scénario futur des attaques contre l'Iran. Face à la crainte qu'il ne se reconstruise et ne reprenne du pouvoir, à ce stade, il n'y a pas les constructions de missiles balistiques. La question nucléaire est restée en suspens. Eh bien, en fait, demain, je crois qu'il se voit en Floride. Ah non, c'est à la fin de ce mois de décembre, oui. Aujourd'hui, on a vu ce détail avec Lindsey Graham. Lindsey Graham est allé là-bas et parlait de ça. Donc, les États-Unis doivent attaquer l'Iran. S'ils estiment devoir le faire, qu'ils reprennent alors leurs anciennes activités nucléaires. Surtout la partie concernant l'arme nucléaire. Qu'est-ce qui a vraiment mis tout le monde sur les nerfs? En attendant, passons à d'autres détails également importants. Les États-Unis et le Japon mèneraient compte des exercices conjoints, et cela essentiellement un jour après qu'un exercice conjoint ait été réalisé par la Chine et la Russie. Vous vous souvenez? On en a parlé ici. Eh bien maintenant, les États-Unis et le Japon effectuent une manœuvre conjointe avec des B-52 et des F-35 après les provocations de la Chine et de la Russie près du Japon. Les États-Unis et le Japon ont déployé une puissante démonstration de force conjointe dans les airs. La bonne journée de ces semaines a eu lieu. C'est-à-dire, là où l'on a vu les B-52, on a vu 3 F-35, 3 F-15. La force aérienne d'autodéfense du Japon. Donc, il y a eu des mouvements. Non, cet exercice aérien était fortuit. Cet événement a eu lieu un jour après le vol conjoint des bombardiers chinois H-6 et russes T-25 en mer de Chine orientale. C'est vrai, allons immédiatement à la carte. Eh bien, ces mouvements ont eu lieu dans cette zone. Voyons si je peux le mettre là. Voilà, c'est dans cette zone que les mouvements ont eu lieu. Ici, c'est Taïwan. Tout ça, ce sont des îles du Japon jusqu'à Taïwan. Ici, il y a aussi le Japon et toutes ces petites îles qui sont là, qui, eh bien, font partie du Japon. Toutes ces petites îles sont là. Bon, alors, c'est ici que les avions russes et chinois ont opéré, n'est-ce pas? Ici est ensuite aussi là, de ce côté, en direction de l'Alaska. Ils sont passés par ici, par le détroit de Bering, dans cette zone, puis ils faisaient demi-tour. Ils sont arrivés quand les avions américains ont été envoyés intercepter des appareils entrant dans des zones interdites. Alors, les États-Unis sont également intervenus pour les intercepter. Ce ne sont que ces petits accrochages qui arrivent très souvent. C'était pour leur dire « vous ne pouvez pas aller plus loin ». Les avions chinois et russes sont alors repartis.
Ainsi, la constante dans ce climat de tension, c'est essentiellement une tension militaire, qui n'a pas de précédent, du moins pas à ce niveau-là. D'un autre côté, pour changer de sujet, J.D. Vance critique sévèrement l'aide des États-Unis à l'Ukraine. Évidemment, cela attire l'attention. La stratégie, la narration, même celle de Washington, de la Maison-Blanche, a changé et elle apparaît de plus en plus favorable. Eh bien, en refusant d'aider l'Ukraine, J.D. Vance a lancé un message dur contre l'aide à l'Ukraine. Le vice-président des États-Unis estime que l'argent doit aller aux retraités, pas à Kiev, révélant une division sur le soutien militaire. Le vice-président américain J.D. Vance a suscité la polémique en critiquant vivement l'aide de Washington. Il affirme que l'aide à l'Ukraine se poursuit pendant la guerre contre la Russie, lors d'un direct depuis la Maison-Blanche. Il a affirmé ce qui suit. Et si nous aidions les Américains âgés à la retraite, en supprimant même les impôts sur la sécurité sociale, nous pensons qu'il faut honorer ses parents plutôt que d'envoyer tout l'argent en Ukraine. Eh bien, ces paroles génèrent évidemment de nouvelles tensions avec la très mauvaise relation qui existe entre Donald Trump et le gouvernement de Zelensky. Et il faut rappeler qu'au début de l'année, les deux dirigeants ont eu une discussion assez regrettable dans le bureau ovale qui a fait le tour du monde. Et donc, en gros, cette relation ne s'est pas améliorée, même s'il a semblé à certains moments que oui, en réalité, la relation n'est jamais revenue au même point. C'est exactement le même point. Au fait, en changeant de carte, en allant donc vers d'autres régions du monde, allons dans cette zone du monde, allons au Nigeria, n'est-ce pas ? Eh bien, vous vous souvenez de tous les problèmes qui se sont produits dans ce pays avec les communautés catholiques ? Où donc des centaines d'enfants et d'adultes ont été enlevés. De tout. Il y a une division, à peu près la moitié, un peu plus de la moitié, sont musulmans, et l'autre moitié, plus ou moins, sont catholiques. Le Nigeria compte l'une des plus grandes communautés catholiques mondiales. Bon, il y a eu des problèmes à certains endroits. Évidemment, ce n'est pas partout ni tout le temps, mais il y a effectivement de fortes tensions, surtout avec des groupes extrémistes. Les autorités nigérianes ont confirmé que tous les mineurs enlevés en novembre dans un internat catholique de l'État du Niger ont déjà été secourus. Tous ont été libérés après l'opération militaire secrète menée par le gouvernement du Nigeria, accusé d'inaction mais responsable de cette opération clandestine. Ils ont secouru les 130 élèves qui manquaient. Certains s'étaient échappés, mais 130 ont déjà été sauvés et c'étaient ceux qui manquaient en main. Ils sont tous en sécurité maintenant. C'est une excellente nouvelle pour la famille, qui allait finir l'année angoissée à l'idée d'avoir perdu ses enfants. Car ils étaient pris en otage. Qui sait vraiment où, honnêtement? Selon la porte-parole présidentielle Sunday There, l'annonce a été faite sur X. Il n'y a plus de captifs, juste après que le président a confirmé le transfert des étudiants à Minna, capitale de l'État du Niger, et pour qu'ils puissent retrouver leur famille pour Noël, qui au final est une célébration très importante dans le monde chrétien. Il faut rappeler que l'enlèvement a eu lieu fin novembre, donc ils sont restés environ un mois. Un mois? Ils sont restés un mois là-bas? Eh bien oui, c'est évidemment terrible. Passons donc à d'autres sujets importants. Eh bien, cette information est incroyable parmi les infos étranges et curieuses. Il voulait transporter sans vie une grand-mère de 89 ans en fauteuil roulant dans un avion d'Espagne à Londres. Les autorités se sont rendues compte de ce qui s'était passé avant le décollage, et sa famille a prétendu qu'elle était très fatiguée. Non, comme ce film, comment ça s'appelle? Où est Barney? Où est Barney? Non. Où ils emmènent le patron? Chihuahua, Chihuahua... Lunettes, ainsi rien ne se passe. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Non, mais c'est pas parce que c'est très cher d'envoyer un corps. Envoyer un corps coûte cher. Une famille britannique a tenté de ramener leur grand-mère décédée de Malaga à Londres sur un vol commercial. L'avion a été arrêté juste avant le décollage et on enquête pour savoir s'il y a eu une tentative de dissimulation. L'aéroport de Malaga a connu une scène insolite. Non. Une femme de 89 ans était déjà décédée. Elle a été montée à bord d'un avion commercial par 5 membres de sa famille qui l'accompagnaient et qui ont assuré qu'elle dormait, qu'elle était très fatiguée.
Et le vol de la compagnie aérienne EasyJet à destination de Londres, eh bien, évidemment, a été paralysé pendant plus de 11 heures. Pense aux autres passagers de cet avion, parce que les protocoles d'urgence ont été activés quelques minutes avant le décollage. Ils n'ont même pas réussi à décoller. Décoller quand? L'équipage, donc, a été alerté qu'il se passait quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Le capitaine du vol a reçu l'alerte et immédiatement, il a prévenu la piste où un médecin légiste et des agents de la garde civile sont montés à bord et il a été confirmé que la dame n'était plus en vie. Évidemment, l'affaire a déjà provoqué une vague de réactions dans les médias internationaux. Cela a soulevé beaucoup de questions. Comment a-t-il été possible qu'ils embarquent avec une personne décédée sans que personne n'intervienne, sans que personne ne s'en rende compte? Les protocoles ont échoué. C'était délibéré s'ils ne savaient vraiment pas et peut-être qu'il est décédé là même. Les accompagnateurs avaient informé le personnel que la femme n'allait pas bien et qu'elle faisait seulement que dormir. Un employé de l'embarquement a douté de sa santé, mais la famille a donné une explication acceptée, ce qui lui a permis de passer. Un employé de l'embarquement, donc, n'a pas vérifié comme il est d'usage pour voir si la personne était vivante, n'est-ce pas? Les témoins assurent qu'après l'embarquement, la personne semblait déjà sans vie. Exactement, il disait mais que la dame était littéralement affaissée, donc il était vraiment douteux qu'elle soit simplement endormie. D'ailleurs, comme nous l'avons mentionné au début, elle a été transportée en fauteuil roulant et ils l'ont finalement placée à l'arrière de l'avion. Et donc, quand le décès a été confirmé, le personnel a évacué tous les passagers et a commencé ce qui correspond aux enquêtes légales, les démarches juridiques. Eh bien, voilà un incident assez curieux, je n'insiste pas, voilà. Ils vont enquêter car il pourrait même y avoir des poursuites pénales ou administratives contre les membres de la famille qui ont permis cet embarquement. N'est-ce pas? Ça aussi, eh bien, ça attire l'attention. D'ailleurs, vous voyez que chaque fois qu'on atteint certains niveaux de profondeur dans l'océan, on découvre de nouvelles espèces. Eh bien, cette situation se reproduit et ils ont déjà publié certaines de ces images où l'on voit de nouvelles espèces sous l'océan. Celle-ci est très intéressante, mais la suivante est encore plus étrange. Regardez ça. C'est-à-dire, c'est comment on appelle ça, un crabe. Un petit crabe, un petit Bernard l'ermite. Un Bernard l'ermite, mais vraiment étrange, vraiment bizarre, honnêtement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, des scientifiques de Enkebion, de Californie, de l'Académie des sciences, ont récupéré des dispositifs appelés ARMS. Ce sont de petites boîtes qu'ils envoient tout au fond de l'océan et qu'ils laissent là-bas. Et ces boîtes ont des caméras qui enregistrent des images lorsqu'elles détectent des mouvements et des choses comme ça. D'après cela, ils auraient découvert une centaine d'espèces jamais vues jusqu'à présent, dont 20 qui sont complètement nouvelles pour la science, et une centaine d'autres espèces qui sont, elles sont uniques, mais les autres sont carrément de nouvelles espèces, ce qui attire évidemment l'attention. Les scientifiques viennent d'annoncer ces découvertes, ils sont encore en train de recueillir plus d'informations, donc les découvertes pourraient être bien plus nombreuses, d'après ce que rapporte EST. Ces 13 dispositifs ARMS installés depuis 2018 ont donc permis de faire de nombreuses découvertes. À environ 100 mètres de profondeur dans le récif de Guam, c'est là qu'ils placent ce qu'ils appellent une zone appelée la zone crépusculaire de l'océan, où ils ont trouvé 2000 espèces et plus de 100 espèces enregistrées là pour la première fois. Après analyse génétique, on estime qu'au moins 20 sont totalement nouvelles pour nous, voire plus. Et l'équipe dirigée par Louis Rochat, elle a expliqué que dans ces profondeurs où la lumière peine à atteindre, vivent des communautés quasi inconnues, très difficiles à capturer. L'étude révèle aussi de possibles nouvelles espèces, dont des crabes, éponges, acidies et gorgones. Une des découvertes les plus marquantes pour les scientifiques est ce crabe Hermitichida, visible actuellement. Plutôt que d'utiliser une coquille d'escargot, il vit dans une palourde, une adaptation jamais observée auparavant. C'est très intéressant. Donc à l'intérieur de la palourde... Il y a une palourde au lieu d'un escargot? Oui. Très bien, alors allons-y. C'est étrange de la famille, oui. Passons à d'autres sujets importants, merci.
Eh bien, on signale que San Francisco a toujours des soucis. Il y a encore des problèmes d'électricité et nous le voyons sur PowerEdge. Et en effet, il y a encore 24 000 personnes en Californie qui n'ont pas d'électricité, la majorité à San Francisco. Des problèmes persistent au Colorado, Idaho, Dakota du Sud, Montana, Utah, Washington et Nevada. Mais le plus gros problème de rétablissement de l'électricité aux États-Unis en ce moment, c'est là-bas en Californie, spécifiquement à San Francisco. Que se passe-t-il là-bas? Quelle est la situation? Hier, nous en parlions. Hier, on en parlait. Cela a beaucoup attiré l'attention. Ça a évidemment provoqué beaucoup de chaos parce qu'à San Francisco aussi, comme c'est un centre de nombreuses entreprises technologiques, n'est-ce pas? Toutes les voitures Waymo se sont arrêtées. Elles n'avançaient plus. Cela a causé énormément de conflits et de problèmes. Même si la plupart ont retrouvé le service, il en reste encore environ 24 000, c'est bien ça? Oui, 24 000, car ici il y en a moins, mais 24 000 restent sans électricité à ce jour, dimanche, et certains, selon les estimations de la compagnie d'électricité, ne le récupéreront pas avant lundi après-midi si tout va bien. Eh bien, et il faut rappeler que cette panne a été provoquée par un incendie dans une sous-station de Pacific Gas and Electric, et eh bien cela a absolument tout arrêté. Le centre de San Francisco a également vu les transports publics, les magasins et les restaurants cesser de fonctionner. Des quartiers entiers se sont retrouvés dans l'obscurité totale. Voici la situation actuelle. Passons maintenant à un autre reportage. Martin, comment vas-tu, François? Roble? Quel plaisir de te voir, petite panthère de Guadalajara, Yo-Yo, Alex, comment allez-vous? Changeons de sujet. Eh bien, il y a des gens qui louent en une maison et la laissent dans cet état. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de la location d'une maison, mais d'un hôtel. Mais imaginez la personne qui a laissé une décharge, c'est hallucinant. Oui, eh bien, d'après ce qu'il rapporte, un joueur de jeux vidéo a laissé une montagne. Ils s'en prennent désormais aux joueurs de jeux vidéo. Oui, c'est un hôtel de gamers, exactement. C'est un hôtel de gamers dans lequel, eh bien, cette personne est restée assez longtemps. Il a passé 2 ans enfermé dans un hôtel là-bas en Chine. Au fait, et les images que nous allons vous présenter, ce sont, eh bien ça c'est juste la salle de bain. Mais les images sont hallucinantes. Comment cela a-t-il été possible? Si on ne voit pas l'image complète, regardez-la vous-même. C'est-à-dire, c'est littéralement une montagne. Comment a-t-il fait? Je veux dire, comment vivait-il là? Une montagne d'ordures énorme. Au minimum dans des sacs ou quelque chose, je ne sais pas, enfin comment il a fait, je ne comprends sincèrement pas. Mais bon, cette image a vraiment surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce gars a-t-il pu rester 2 ans dans cette chambre d'hôtel conçue pour les gamers? Beaucoup de membres de la communauté e-sport y vont parce qu'ils ont déjà l'ordinateur, ils ont tout, non? Pour qu'ils puissent diffuser, qu'ils puissent faire, qu'ils puissent s'entraîner, tout ce qu'ils font, n'est-ce pas? Oui, le truc, c'est que ce garçon n'est pas sorti pendant 2 ans, littéralement. Ils l'ont vu très peu de fois. Quand on lui demandait si quelqu'un faisait le ménage pour lui, il disait non, c'est-à-dire qu'il n'a pas permis qu'on fasse le ménage chez lui pendant ces 700 minutes, ces 30 jours qu'il est resté là. Et donc, quand il quitte cet endroit, il laisse essentiellement ce bazar. L'établissement se trouve à Shenzhen, en Chine, et donc il a laissé une saleté impressionnante. Des dégâts, ont-ils dit, assez importants, mais ils n'ont pas voulu dire le nom de la personne. Eh bien... Il est fou, c'est incroyable. Il y a une vidéo, non? Je veux dire, il y a une vidéo de... Comment... Ça s'est passé, non? C'est-à-dire, oui, il est là. Celui-ci, c'est comme peu importe. Non, je ne comprends pas, enfin, mais oui, j'imagine que ça devait vraiment sentir mauvais. Aïe, mec. Oui. Oui, non, on ne va pas montrer la partie des toilettes, parce que c'est vraiment, vraiment fou. Ou quoi, Daniel, tu vois? Et en fait, en ce moment, mais le problème qu'ils ont beaucoup au Japon, surtout, mais bon, on peut aussi le voir dans d'autres endroits. Ça s'appelle hikomori. Ce sont des personnes qui deviennent tellement accros aux jeux vidéo, dans ce cas, qu'elles abandonnent toute leur vie normale.
Toutes les bases normales que nous avons pour nettoyer notre chambre, non, eh bien, ils les abandonnent tout simplement. Et c'est lié à des troubles dépressifs ou à une profonde anxiété. Le refuge, c'est donc le jeu vidéo, leur réalité là-bas. Et donc, cela peut entraîner des problèmes. Ainsi, Oui, enfin, je veux dire, c'est évidemment un cas extrême, bien sûr, mais bon, comme on dit, tous les extrêmes sont mauvais, non? Oui, très mauvais. Et donc, pendant toutes ces années passées là-bas à Shenzhen, en Chine, je ne sais pas, j'imagine qu'il faut un suivi psychologique, non? C'est-à-dire, oui, c'est dingue, ça a été 700 jours sans qu'il vérifie la chambre. Tu te demandes aussi, eh bien, quel est le protocole là-bas pour l'hôtel? Je veux dire, si c'est un hôtel, il devrait en avoir un, surtout. Oui, j'imagine que ça devait sentir très mauvais. Si ça sent mauvais, enfin non, c'est bizarre qu'il n'y aille pas. Les experts en santé préviennent que ces comportements, comme tu le dis, sont liés à une forte dépression ou anxiété, une déconnexion totale de la réalité à travers le refuge. Dans ce cas, celui des jeux vidéo. exactement. Et donc, la chambre ne sera pas relouée avant une rénovation complète parce qu'elle est évidemment dans un état assez intense. Humidité et détérioration des biens, notamment des murs à cause des saletés. Eh bien, des dégâts structurels, comme on dit. Dégâts structurels. Imaginez-vous, le sujet est vraiment compliqué. Au fait, en parlant de bonnes habitudes, eh bien, maintenant que, comment il s'appelle, le roi arrive, Comment il l'appelle là déjà? Le Guadalupe Reyes? Guadalupe Reyes, pour toute la communauté qui nous suit depuis divers pays. L'expérience, la convivialité en fait qu'on vit ces jours-ci, eh bien ça t'amène parfois à certaines mauvaises habitudes et ensuite tu commences mal l'année, tu ne commences pas bien avec la bouffe, l'alcool ici et là, oui, enfin voilà. Selon ce que rapporte Science Alert, n'est-ce pas? Et un groupe de scientifiques s'est réuni et a dit « Allons proposer ». Quelle serait la solution idéale pour éviter qu'après les fêtes, on commence mal l'année? Enfin, exactement, pour qu'on la commence bien. Éviter, j'ai dit, qu'on commence mal l'année. Ah, donc, oui, alors. 3 habitudes qui seraient essentielles pour passer Noël sans trop d'excès, selon les experts. Ils ont révélé que maintenir l'équilibre entre les repas, les écrans, le sommeil, les fêtes, tout cela, c'est éviter le chaos physique et mental. Disons qu'il s'agit de le gérer, selon eux, même si cela peut sembler impossible. Entre les achats et les fêtes, prévoir un repas familial par jour aide à garder de meilleures habitudes alimentaires et renforce le lien émotionnel. Il n'est pas nécessaire que ce soit le dîner, car le petit déjeuner ou le déjeuner conviennent aussi. L'important, c'est de partager la table sans écran, au moins une fois par jour. Inclure les enfants dans la préparation des repas, qu'il s'agisse de mesurer les ingrédients ou de choisir des fruits, réduit le comportement sélectif et améliore la relation avec la nourriture. Également le numéro 2. Le numéro 2, c'est bouger ou rester actif, ne pas simplement rester là, affalé devant l'écran. Sortir à l'air libre, faire une promenade, du patinage, faire quelque chose, aller marcher, profiter pour voir les illuminations de Noël et mettre des limites très claires sur les écrans. Pendant les vacances, les enfants deviennent fous et peuvent passer 8 jours sans écran. Aussi, faire en sorte que le repas ou les repas soient des zones sans écran. C'est très bien. Fais aussi attention à autre chose. Bon, on ne va pas veiller tard. Ne commence pas à prendre la mauvaise habitude de t'endormir à n'importe quelle heure parce que tu es en vacances, dit-il. Dormir, c'est négociable, protéger le repos familial. Bien dormir pendant les fêtes n'est pas un luxe, c'est une nécessité médicale et émotionnelle. Les enfants et les adultes. Pour les enfants, entre 8 et 17 heures de sommeil, c'est l'idéal, c'est-à-dire 8 à 17 heures de sommeil. Cela dépend de leur âge. Soit. Garder une routine de sommeil régulière, même ailleurs, aide à prévenir le stress, l'hyperactivité et la dérégulation émotionnelle. Des activités calmes avant de dormir, comme lire, prévenir à l'avance pour arrêter le jeu vidéo ou la télévision, car cela aussi est très très important. Il ne s'agit pas de dire brusquement « arrête le jeu vidéo », mais de leur offrir un accompagnement progressif. Dans 30 minutes, dans 30 minutes. Arrête le jeu dans 30 minutes, d'accord ? Et oui, parce qu'après, tout à coup, cette coupure crée aussi, comme une mauvaise expérience, les bonnes. Le point, c'est de ne pas perdre l'équilibre pendant ces vacances. En gros, ce n'est pas ce que recommande ce groupe d'experts scientifiques, qui, eh bien, sont sortis demander un peu de bon sens. Peut-être que ce ne serait pas le cas,
Parce qu'en réalité, eh bien ceci d'ailleurs, c'est ce que dit Holly Noël Escalza, chercheuse postdoctorale à l'université de Guelph, avec la professeure de la Société de nutrition appliquée du département des relations familiales et nutrition à l'université de Guelph, et d'autres scientifiques comme Raphaël Jacob, chercheur postdoctoral au département des relations familiales et de la nutrition appliquée, ainsi que d'autres scientifiques encore plus experts, disons, dans ce domaine. J'ai trouvé la publication intéressante et je me suis dit, bon, il faut au moins en faire un résumé et la partager. C'est l'un des 3 points les plus importants, du moins ceux qu'il mentionne, mais pas comme la clé pour ce sujet. Allons-y donc, avec ce qui se passe là-bas à San Francisco, abordons ce sujet. Eh bien, il y a une série de séismes, une série d'activités supplémentaires, alors qu'il y a déjà toujours de l'activité en Californie. Non, ça se sait parfaitement, mais le fait est qu'une activité sismique supplémentaire à San Francisco attire l'attention. N'est-ce fait pas, on observe. Il y a certains points où une série de séismes s'accumule, et en général, beaucoup de séismes sont enregistrés. Mais si tu t'approches, les séismes sont séparés dans presque toute la Californie. Mais de temps en temps, il y en a, regardez comme ça, on avance, et il y a de très grands regroupements. Et c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que disent les experts? Eh bien... Et les experts, disons, font remarquer que cela se produit. Cette série de secousses sismiques, avec des séismes généralement inférieurs à 3, mais il y en a eu un très fort, enfin fort pour la région, de magnitude 3,9 qui a secoué la zone, Sacramento, San José et plusieurs villes de la région de la baie. Et même s'ils ont confirmé qu'il y en a un, le United States Geological Survey a confirmé cette activité sismique en SAM. Ce phénomène, à la différence des répliques, c'est qu'il n'y a pas de séisme principal qui génère l'essaim. Les secousses peuvent continuer pendant des semaines, voire des mois, avec des pics imprévisibles qui libèrent l'énergie des plaques. Et ce phénomène a suscité l'alerte parmi les résidents, même si pour l'instant, heureusement, aucun dégât matériel ni victime n'a été signalé. Cependant, ils sont si nombreux que cela a provoqué des crises d'anxiété chez certaines personnes. Il y a de l'inquiétude face à la possibilité donc d'un séisme plus important, pas d'un comme on dit, mais qui prévient qu'un séisme plus fort va arriver. Et selon les rapports, le plus fort de cet essaim a été celui de magnitude 3,9. Hier, le 21 décembre à 18h31, il a été ressenti jusqu'à Sacramento. Surtout, il se fait sentir dans la zone appelée Don Ramon, en fait. Regarde, ici on le voit, c'est San Francisco. Ceci ici, c'est la zone. Don Ramon, oui, ce San Ramon, pardon, non. Ramon, qui est le gamin du 8, ce San Ramon, c'est bien là. Regarde San Ramon, et là il y a toute l'activité en cours. À venir. Le plus grand, c'est celui-ci, regarde celui-là. Si on compte toute la semaine, non? C'est le plus grand, celui de 4. Regarde, 4. Certains ont des profondeurs très superficielles et cela aussi, eh bien, ça fait penser que l'activité sismique se fait vraiment sentir de façon intense dans certaines zones. Mais comme tu dis, par exemple, hier et aujourd'hui, les 20 et 21 étaient aussi proches de 4, non? 3,8, 3,9. Ce sont des séismes, certains profonds de 9 ou 10 km, mais d'autres atteignent 8, voire 7 km. Certains, comme celui-ci, ont une profondeur de 7 km. N'est-ce pas? C'est-à-dire, oui, il y a certains séismes, et bien celui-ci, par exemple, il est vraiment à la surface, donc 2 km de profondeur, c'est-à-dire très très superficiel, certains séismes. Regarde celui-ci, là, 800 mètres de profondeur, même pas 1 km, et celui-là encore plus, 600 mètres. Allons-y, que se passe-t-il là-bas? C'est vraiment intéressant. Amis de Californie, de San Francisco, plus précisément de San Ramon, soyez attentifs à ce sujet. J'espère que ce n'est pas une... Comment ça s'appelle? Celle-là? Eh bien, c'est juste un avertissement. Non, disons, non pas qu'il va forcément se passer quelque chose de plus, simplement. Comme toujours, soyez prudents. On ne dit pas qu'il va forcément se passer quelque chose, ni rien de tout ça. C'est simplement que parfois, lorsqu'il y a des essaims, cela peut être un avertissement d'un séisme un peu plus fort. C'est pour cela que, s'il y a un essaim, il faut être encore plus attentif, encore mieux préparé, disons, avec la prévention, en ayant les choses prêtes. Le sujet est bien étudié. Où se trouvent donc les zones à risque? Si tu as de jeunes enfants, il s'agit de leur expliquer précisément les protocoles et quoi faire en cas de surprise, notamment lors d'un séisme. Il est important d'aborder tous ces détails.
la nuit, le jour, à l'école ou au travail. Ceci à titre préventif, sans susciter de peur, de façon calme, mais toujours pour anticiper les situations. Puisque nous sommes ici, avant de changer de sujet, plusieurs séismes ont été signalés entre hier et aujourd'hui. Un petit essaim sismique au Japon. Où a eu lieu ce récent séisme? Non, dans cette zone, tu te souviens? Le nord-est? Exactement, dans le nord-est du Japon. Et dans cette zone, il y a eu des séismes. Plusieurs séismes, mais de magnitude 5, donc ce sont bien des séismes. Cette zone, non, c'est ici que ce séisme s'est produit. Enfin, dans cette zone, plusieurs séismes de magnitude 5 ont eu lieu. Ah, si on peut le mettre par là, celui-ci, par exemple, celui qui est ici. 5,4 qui a eu lieu le 20, oui, c'était le 20, entre le 20 et le 21. Il y a eu des séismes dans les environs de cette zone de magnitude 5,1, 5,3, enfin des séismes de magnitude assez forte. Donc voilà, c'est comme ça. C'est important, mais récemment une alerte tsunami a été lancée ici, vous vous souvenez? Une légère montée des eaux a été constatée dans certaines zones à cause d'un fort séisme, signe que l'activité continue dans la région. Donc tenez-en compte aussi, il y a de l'activité et il faut rester attentif à cette situation, n'est-ce pas? Passons maintenant à d'autres sujets et thèmes importants. En continuant avec le Japon, que se passe-t-il d'autre là-bas? Eh bien, en ce moment, il y a une nouvelle qui, suscite toujours un peu de crainte lorsque des lieux qui ont vécu sont rouverts. Un moment très intense, comme celui qui se présente actuellement au Japon, où l'on s'attend à ce que la région japonaise de Niigata, à partir de demain lundi, soutienne la décision de rouvrir l'usine. La plus grande énergie du monde en ce moment, donc une décision très décisive de la part du Japon, un pays qui utilise beaucoup l'énergie nucléaire et dont on se souvient toujours. Fukushima, non, après ce séisme assez fort de 2011 où Kashiwazaki, qui est situé à environ 220 km au nord-est de Tokyo, se trouve à peu près une centrale nucléaire avec 54 réacteurs fermés après ce tremblement de terre et ce tsunami massif qui ont paralysé la centrale de Fukushima Daiichi et qui a été le pire désastre après Tchernobyl. Et depuis lors, le Japon a redémarré 14 des 33 réacteurs qui restent opérationnels, dans une tentative de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles qui posent toujours beaucoup de problèmes et si vous n'en avez pas, vous devez les acheter à un autre pays. C'est tout un casse-tête, non? Alors bon, si cela est approuvé, TEPCO pourrait envisager de réactiver le premier des 7 réacteurs de la centrale le 20 janvier 2026. Cela suscite toujours de l'inquiétude à cause des séismes et des événements passés. Finalement, cela a déjà laissé une trace là-bas, non? Eh bien, voilà le sujet. Non, c'est ça le point. Le problème, c'est que ce sont des centrales nucléaires et dans l'un des pays les plus sismiques du monde, non? Eh bien, il y a toujours la crainte que cela se répète comme à Fukushima, même si Fukushima a été contrôlé, mais à un coût élevé, pas exactement. Oui, ils ont perdu pas mal de personnes. La population de cette zone, 70% oui, ils sont assez inquiets de la réouverture de ces réacteurs. Non, eh bien oui. Le Pentagone est en ce moment en train de prendre ou va prendre une mesure et il est sur le point de faire une annonce avec Donald Trump, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Quelqu'un d'autre sera là aussi. Nous commenterons les détails dans un instant, mais une annonce arrive. Département d'État? Département d'État, exactement. Marco Rubio, département d'État, l'exécutif. Eh bien, Donald Trump, le président, et le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, secrétaire à la défense ou chef du Pentagone, vont faire une annonce qui sera donnée demain. Regardez, il se peut qu'ils vont peindre le Pentagone d'une autre couleur, ou bien que ce soit une nouvelle fondamentale et importante. C'est-à-dire, on ne sait pas.
Le problème, c'est que cette fois-ci, comme il s'agit de 3 personnages clés du sommet, disons, de la politique des États-Unis, le Pentagone, le secrétariat d'État et la présidence. On pense donc que cela pourrait être un sujet lié soit à l'Ukraine, soit au Venezuela. Je pense que c'est à peu près ça. C'est ce qu'on sait sur l'affaire. On sait que demain, il faut rappeler que Donald Trump est à Mar-a-Lago et pas pour Noël. Il est déjà parti en vacances, mais il continue quand même à travailler, plus à 2h30 de Mexico. À 2h30. Mexico, c'était très mouvementé au Venezuela cette semaine, qui s'est terminée par 3 arrestations de pétroliers, de navires pétroliers. Exactement. Bon, il y a des informations tout de suite, allons-y avec le sujet. Il y a des informations selon lesquelles ce pétrolier aurait été le dernier. Le 3e a été poursuivi par les militaires des États-Unis. Allez, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme s'ils se sont arrêtés calmement, ils ont été pourchassés. Ils ont essayé de s'enfuir, c'est-à-dire ils ont tenté de s'échapper. Et donc évidemment, cela attire aussi l'attention. Exactement, ça attire beaucoup l'attention. Selon un responsable américain, déclare la garde côtière des États-Unis, c'est bien quand cela se produisait. À ce moment-là, dit-il, elle poursuit activement un navire de la flotte sombre sanctionné impliqué dans des incursions illégales. Des sanctions liées au Venezuela. Le navire navigue sous fausse bannière. Je crois qu'il était sous pavillon panaméen et il fait l'objet d'un mandat de saisie. D'ailleurs, le navire était bien sous pavillon panaméen. Il s'appelle Velahan et il est à nouveau lié à l'Iran. Et il y a toujours le 2e iranien. Ce serait le 2e navire, un fantôme iranien. Eh bien, évidemment, ce sujet prend forme, disons-le comme ça. Mais bon, ce qui sera annoncé demain, nous en parlerons ici. C'est soudain, on ne sait jamais ce qu'ils vont dire. Restons donc attentifs ici. Ce qui sera annoncé, nous en parlerons immédiatement lors d'une diffusion en direct. Alors restez attentifs. Non, je vous le raconte ici, mais de toute façon, on vous en parle séparément. Vous vous souvenez qu'aujourd'hui, la guérilla, l'armée de libération nationale, a fait un commentaire? Non. Qu'ils partent en vacances? Non, qu'ils partent en vacances, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils n'attaqueront pas. Comme ça, nous n'allons ni attaquer, ni commettre d'attentats, ni rien, hein? Parce que vacances, Noël, non. Et celui-ci? Eh bien, c'est ce qu'ils ont dit, non? Ce qui attire l'attention, c'est qu'il y a du mouvement. L'armée de Colombie a dénoncé ce dimanche l'enlèvement de 18 militaires dans le département de Choco, au nord-est du pays, par une foule, semble-t-il, issue des communautés indigènes, lors d'opérations contre la guérilla de l'Armée de Libération Nationale, Armée de Libération Nationale. C'est-à-dire la tranquillité de la guérilla. Ça devait commencer le 23 ou le 24 par là. Donc comme on n'est pas à cette date, eh bien, il se passe quelque chose. Environ 200 personnes ont encerclé et retenu des militaires dans une réserve indigène alors qu'ils assuraient la sécurité et le contrôle du territoire. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement colombien. On verra plus tard s'il y a davantage d'informations. Mais le chef de brigade, William Fernando Seicedo, a affirmé dans des déclarations à la chaîne Radio Cadena Nacional qu'ils sont, dit-il. Je sais qu'ils vont bien parce que le commandant de l'unité a réussi à m'appeler sur le téléphone satellite. Nous faisons tout pour qu'ils respectent leur vie et les libèrent. Des négociations sont en cours pour que ces militaires soient pas libérés en Colombie. N'est-ce pas un sujet grave? Passons à d'autres sujets importants. Revenons au Venezuela. Il y a un instant, la vice-présidente et ministre des hydrocarbures était présente. Delcy Rodriguez a annoncé sur sa chaîne Telegram qu'un navire, le Canopus Voyager, de la société Chevron, serait parti avec du pétrole vénézuélien. En direction des États-Unis, a-t-elle dit, dans le respect strict des normes et des engagements pris. Malgré tout ce qui se passe, malgré le fait que les États-Unis retiennent Sanchez, ces navires, ceux qui partent avec du pétrole vénézuélien, eh bien, l'un de ses plus grands clients reste les États-Unis avec Chevron,
Le client numéro 1, celui qui achète le plus de pétrole au Venezuela en ce moment, malgré tout, c'est Chevron. 25 de ce qu'ils vendent et ensuite le reste. Ensuite, ça se divise. 10 pour la Chine, 10 pour l'Europe ou non. Je crois que 5 pour l'Europe et 10 pour l'Inde ou un autre pays par là. Mais en fait, c'est Chevron qui achète le plus. On va voir s'il ne le confisque pas, non? Je suppose que non, je suppose que Chevron non, n'est-ce pas? Mais bon, voilà comment sont les choses. C'est, parfois très curieux de voir comment tous ces frottements, tous ces conflits sont gérés et ce qui va être dénoncé demain. Oui, ça peut être ce que dit Alex, ça peut l'être, joyeux Noël. Il va y avoir un salaire, il va y avoir une prime ici, une prime là-bas. Nous allons mettre en place la prime de Noël comme ils le font là-bas au Mexique. Ils vont dire quelque chose, ils vont sortir quelque chose. Aux États-Unis, il n'y a pas de prime de Noël. Dites-moi, ceux qui y travaillent. Non, ils ne savent même pas ce que c'est, non. Ils ne savent pas ce que c'est. Non. 3 mois, ça fait combien? Je ne pense pas que ce soit 3 mois. Cela dépend. Non, ça ne dépend pas. Je pense que ce sera avant. Je pense que dans le gouvernement ou dans certains secteurs du gouvernement, Parce que le gouvernement paye toujours les professeurs comme ça. il pourrait en leur donner 3 mois, mais la prime de fin d'année représente 1 mois. Je ne sais pas, peut-être que ceux qui ont... Qui savent ce qu'est une prime de fin d'année. Vous savez? Salutations à Roblé, à Marie-Lou Pena, salutations Raoul, comment vas-tu Panterita Francisco? Ravi de vous voir, salutations à tous. Eric, comment vas-tu? Très bien, passons à d'autres sujets, allons à d'autres sujets importants. Il dit par ici, voyons, nous laissons le commentaire, il y aura, il dit, je dis que oui ou non. Bon, ce n'est pas bien, il dit. Que le bas sorte, ce gros chaussette-là, bientôt il était là, ici, il est déjà là. Il est ici, il est là. Celui-ci, rien de plus. Je ne veux pas parler ici parce que le syndicat est qu'il ne reste pas. C'est-à-dire, il est millionnaire, mais il exige aussi ses droits. Il devient très intense, ce monsieur Calcéton, qui en plus veut qu'on l'appelle Monsieur Calcéton, pas juste Calcéton. Il n'aime pas qu'on l'appelle simplement comme ça, non. S'il est une diva, c'est une diva. Voyons si bientôt on arrive à le faire commencer à travailler, il est censé être déjà en train de travailler en théorie. Et voilà, il ne dit rien. Par ici, dans mon coin, il y a beaucoup de gens qui achètent dans les magasins jusqu'à ce qu'ils soient non pleins. Tu vois, ça c'est bien, c'est-à-dire que l'économie bouge, etc. Ce serait super intéressant. Espérons juste qu'ils ne s'endettent pas trop, mais oui, ici aussi les magasins sont bondés. Et puis voilà, on doit vraiment bien calculer à quelle heure y aller, n'est-ce pas? À quelle heure sortir, quel jour, etc. Car oui, ça devient vraiment chargé. Intense, et même si, en théorie, tout le monde est sympa, Noël, Nouvel An, mais il y a des gens très intenses dans les achats, il y a des gens qui Les accrochages les plus intenses, en fait, ont toujours eu lieu à cette période. Une fois, on a vu quelqu'un se battre au panda. Pour le pain, oui, le 25 littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont perdu tout le, comme on dit, tout le. Et pas par manque de pain. Que ce soit le sentiment de Noël, il a disparu entre deux dames à cause de la dispute, pas pour les petits pains. Mais pas pour la file d'attente, surtout. Car une dame a voulu se faufiler dans la file, non? Je veux dire, ce n'est pas comme si tu attendais un peu et tu allais recevoir. Oui. Oui, non, elle voulait les petits pains déjà, l'orgie, elle préférait aller aux toilettes. Je ne sais pas, mais la question c'est qu'ils se sont vraiment bien battus, Gacho. Et maintenant c'est une zone à part, un peu chic. Des gens aisés semblent bien, mais c'est étrange qu'ils se disputent sans violence pour un petit pain. Pour des petits pains? Pour des petits pains qui sont critiqués par ce chef, n'est-ce pas? Qui a critiqué les petits pains ici au Mexique, non? Oui, chef, un chef. En fait, c'est toi qui me l'as dit dans la note. C'était bien un chef qui a critiqué les petits pains. Celui-ci a d'autres? Tu me l'as peut-être déjà dit, mais ce genre de note, c'est typique de toi. Elle est géniale. Comment as-tu pu la rater? Hache-moi, mais chef Bolilos, mais juste chef Bolilos TikTok. Mais je n'ai pas appuyé sur play. Tu voulais que le Mexicain
Il ne connaissait rien à la nourriture ni au pain. Nous n'avions pas de culture culinaire. Oui, mec, ce n'était pas une boulangerie, il y avait trop de pain. Celui-ci, oui, tu te rends compte qu'il a critiqué le pain, pas un chef, je ne sais même pas de quel pays. Et tu as vu ce qui lui est arrivé. Tu te souviens ? Oui, oui, je l'ai vu dans celui-ci, tu connais déjà l'histoire, tu te souviens. Ah, je sais, ces gars-là me font vraiment rire, tu sais. Alors, je l'avais déjà vu, mais j'ai aimé la façon dont ils ont sorti leur version du boulanger, il a osé critiquer la cuisine mexicaine. Il ne sait pas dans quoi il s'embarque. Tu peux critiquer l'équipe nationale mexicaine ou ce que tu veux. Presque, presque. Oui, parce que selon lui, il va ouvrir une boulangerie ici au Mexique pour nous éduquer, non? Alors? Ah, alors, tu t'en es souvenu ? Oui, parce que j'ai vu, enfin je te dis que tout à l'heure, avant l'envoi, j'ai vu un extrait. Mais je n'ai pas lancé la vidéo parce que non, je ne t'ai pas dit oui. Mon gars. Que non, je ne t'ai pas dit. C'est celui-là, n'est-ce pas? Vraiment non? Celui-là même ? Celui-là même, ça. Mais je n'ai pas mis play parce que je me suis dit, et je n'ai pas mis le son parce que j'avais la flemme. Je présente déjà mes excuses. C'est bien, oui, je présente mes excuses, parce que ceux de ce groupe-là se sont déjà fait griller, n'est-ce pas ? Ils se sont fait griller, oui. Ils les ont bloqués, comme on dit. Ça ne dit pas. Ici, c'est écrit Martin Gutiérrez. Peindre la maison en rose s'appellera El Dorado, n'est-ce pas? Comme là-bas à la Casa Rosada en Argentine. Fais comme si. Dit Alex G. Je me suis couché tard à cause du film recommandé sur les courageux, mais ça n'en valait pas la peine. Alex G. Non, ce n'est pas bien, répond Antonio. Il évoque la bande des tordus. Ce sont 2 semaines, de quoi tu parles, de salaire. 2 semaines, ah d'accord. Moins la retenue correspondante pour les impôts, ouf, 2 semaines. Heureusement qu'ils ne mettent pas, ils ne taxent pas ça. Ça part très vite, hein ? Eh bien oui, 2 semaines ce n'est rien, dit Elisa. Bonjour Pépé, dans la société de mon mari, ils donnent une prime chaque Noël, dit Elisa. Je crois qu'il est aux États-Unis. Oui, très bien. Et Leonardo dit bonjour. Eh bien oui, la prime de Noël, je veux dire comme on l'appelle ici, c'est l'aguinaldo, non. Mais oui, non. Des primes, oui, bien sûr qu'il y en a, sûrement très généreuses pour certaines d'entre elles. Je n'en doute même pas un instant, je veux dire, parce que ce n'est pas comme une incitation, non. Bien sûr que recevoir une bonne prime, ça fait plaisir. Regardez, tu t'es déjà vérifié ? Alors vérifie, j'espère que ça t'a plu, vérifie-toi. Celle de Blackberry est bien, oui, on a vu le film hier, il est vraiment bien. Comment perçois-tu ces changements technologiques et leur déroulement ? D'un coup, moi, eh bien, je m'imaginais Blackberry comme quelque chose de très différent, non ? Le chaos qu'ils avaient, c'était littéralement le chaos dans les bureaux tout le temps. Surtout quand ils étaient là, célèbres et tout, et c'était le chaos, c'était un chaos total. Je veux dire, le désordre qu'ils avaient, et toi tu vois le téléphone. Le téléphone super joli, avec sa petite boîte et tout ce que tu veux, avec son clavier et tout le reste, hein. Celui-ci, et dans l'entreprise, eh bien c'était un désordre, c'était vraiment un désordre. Vraiment non, oui, elle est très bien, elle est vraiment très bien, si vous pouvez regarder là, parce que ça va vous donner une idée. Eh bien, comment ces grands projets sont-ils construits ? Eh bien, ils sont construits avec des gens en cherchant, ou pas en cherchant, n'est-ce pas, comme il dit. J'ai été surpris. La production, on dirait américaine, franchement, elle est vraiment excellente. La production est excellente. Il y a un problème que je ressens toujours dans les films mexicains et parfois dans les films espagnols, c'est que la voix, on l'entend à peine, on entend très bien la musique, les bruits des voitures, enfin tous les sons d'ambiance, n'est-ce pas? Ou alors ça influence, comment on dit... Mais pour la voix, oui. Super bien. En montant le volume, en baissant le volume, en montant le volume, parce que la musique est très forte, enfin, c'est parfait, bien, et toujours pour toi. Pourquoi? Mais bon, cette fois, on a réussi à le faire parfaitement. Bonne musique, bonne performance. Ça te fait rire et, je veux dire, ce n'est pas que ça te fasse pleurer, mais ça t'émeut plus que ça ne te fait pleurer, ça t'émeut. Et tu éprouves de l'empathie pour un policier? Ça n'arrive presque jamais, non? Ça n'arrive presque jamais. Et ici, vraiment, c'est très bien, honnêtement. J'ai adoré. Pourquoi maltraiter quelqu'un qui porte une arme? Tu ne veux pas rendre malheureux quelqu'un armé, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Nous aussi. Oui, c'est un personnage stoïque. Le personnage du policier a bien des égards, et l'autre aussi, en fait, le film est même philosophique. Elles sont vraiment excellentes. Le scénario est très bon, et le film est très bien réalisé. Vraiment bien. Et en plus, c'est divertissant. C'est un film commercial, divertissement, action, comédie, mais il y a plus que ça, c'est ce qui m'a plu. Nous avons vu La Décision hier, on nous a recommandé La Décision, qui nous l'a recommandé. Nous venons de la voir, à l'instant nous avons vu La Décision, c'est bien, c'est fou.
C'est-à-dire, si ça leur plaît, je veux dire pour le personnage littéral. Eh bien, je ne vais rien révéler. Je ne vais rien révéler. Si vous voulez, regardez-la, elle est étrange. Bon, c'est que de l'action, mais c'est C'est comme un John Wick, mais c'est comme un John Wick. sous stéroïdes. Et plus précis, un plus, c'est un John Wick. Entre la Finlande et la Russie, un truc comme ça, très étrange. Eh bien, merci beaucoup d'être... Merci beaucoup, quelqu'un? Merci beaucoup. On t'envoie qu'un grand salut et merci pour ce super chat. Celui-ci remercie beaucoup maintenant le film. Cette décision dépend si vous aimez les ambiances et l'intensité de Médaillon veut hisser, c'est-à-dire... Si, quelque chose comme ça. Violent, intense. Il n'aime pas ça, ne la regardez même pas. Sinon, ne la regardez même pas, parce que sinon, je ne sais pas si c'est... Du début à la fin, c'est comme ça, tout le temps. Regarde, dit Karim, qui vit en Argentine. Si je ne me trompe, il salue. La prime de fin d'année n'est pas un complément de salaire. On reçoit le salaire annuel plus un salaire annuel supplémentaire. On paie 13 salaires par an, la moitié en juillet, l'autre en décembre. Je suis professeur dans un bon collège, de façon très... Très bien, excellent, qu'ils te le divisent et répartissent. C'est ce qu'ils font ici. Il y a des fois, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je me souviens que faisant ça avec papa, il te donnait en comme la moitié. Papa était au professeur et il lui donnait en la moitié à un moment donné. Et puis en janvier, oui, au début, ils ne te donnent pas l'autre moitié parce qu'en janvier, tu es déjà bien dépensé avec les dettes et tout ça. Et tu recevais l'autre moitié du salaire. C'est bien, tu ne dépensais pas tout à Noël. Je ne sais pas comment ils font aujourd'hui. Mais oui. Dit Alex, je n'ai toujours rien acheté pour Noël comme toi. Demain et après-demain seront intenses. Je viens de voir que le 24 est un mercredi, je ne l'avais pas vu. Salutations. Non, rien, toujours, absolument rien. Ce n'est vraiment pas grave. Tout s'accumule pour nous à cette période et, juste avant, on doit faire des acrobaties. Mais regarde, oui, enfin, il faut plaisanter, profiter. Au final, toujours à part? Nous sommes en été, nous sortons dans les parcs, nous sommes seuls. La neige, seul? C'est-à-dire, on est tous bronzés comme ça, on sort au soleil. J'ai même déjà pris des couleurs. Non, vous ne le croyez pas? Mais si. Non, si ça prend, je veux dire, je pense que oui. Si vous la voyez à d'autres moments de l'année, elle n'a pas cette couleur. Je veux dire, oui, non, rien du tout, c'est très bien. Quelqu'un dit « Joyeuse fête Castro et Pépé, merci pour votre travail, merci beaucoup. » Quelqu'un? Austin, Texas, salutations, ils sont là à Austin, regarde, Parfait. C'est là où il est, regarde, quelqu'un serait... L'astrophotographe, eh bien, Sylvie à Austin, c'est lui qui a partagé toutes ces images du 3 et d'avant. Au fait, eh bien, si tu le vois, passe-lui le bonjour de ma part. La vérité, c'est qu'il a vraiment fait un excellent travail. Cette image, par exemple, non, enfin, cette image, et c'est de lui, n'est-ce pas? Enfin, et il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Il a pris plusieurs des meilleurs, lui. Comment s'appelle l'Austinien? Je ne sais pas comment on appelle les habitants d'Austin, mais il est très doué, dit-il. Blague du Papa Nova. Hein? Il dit docteur, attendez, il répète quoi? Que j'ai des océans dans les yeux? Vous avez des cataractes aux yeux, madame, il dit. Comme il est beau, votre hélicoptère télécommandé, monsieur Ravière, drone Ravière. Salutations à Tavine, il dit. Et s'il manque d'intérêt à la réunion, Trump a été renvoyé? C'est dû à la véritable façon dont madame est sortie du Venezuela et quel rapport avec ça, hein, Tavi? Je n'ai pas compris. Elle est sortie comme elle est sortie. Guaido et Eduardo, arrangés par le gouvernement. Ça donne beaucoup à réfléchir. Tu dis arranger, avec qui? Allez, donne-nous le commentaire complet. Salutations, je ne vous rate jamais, il dit. Merci beaucoup, vraiment merci. Merci beaucoup pour le soutien à la communauté. Il se peut qu'on ne commente pas tous les jours, mais parfois on commente. Nous sommes ravis que vous participiez, même simplement pour dire bonjour. Merci beaucoup pour cela et merci aux membres de la chaîne, à ceux qui nous soutiennent, que ce soit par PayPal ou par ce super. Merci, nous apprécions vraiment tout cela, dit-il. Moi aussi j'ai beaucoup ri. Eh bien, au début, ça commence un peu avec des petits rires, non? Le film commence un peu comme ça. Et soudain, c'est que, évidemment, je ne vais pas le dire, mais tout à coup, il commence à y avoir 2-3 petits rebondissements. Et les rebondissements, et encore des rebondissements, et en plus, ce sont des rebondissements qui sont faits de manière amusante. Alors, tout à coup, c'est comme si tu te mettais dedans. Ils t'obligent à t'impliquer, dans le sens de l'humour d'une comédie, et ça, j'ai adoré. Ils réussissent là où certaines comédies échouent parfois. C'est comme si tu avais payé le film. Oui, j'ai presque souri,
mais tu n'as pas vraiment, les films. Maintenant, je dis que c'est aussi vraiment fort, parce qu'il y a eu tellement de bonnes comédies dans le passé que, du coup, il faut qu'elles arrivent à te surprendre. C'est pareil pour les films d'horreur, c'est très difficile dans ce genre. Si tu as vu beaucoup de films d'horreur, comment peuvent-ils encore te surprendre ? Parce que tu connais déjà la formule. Tu connais déjà la petite formule. Non, ça ne va pas par là. Oui, ah d'accord, non. Tu ne vas pas me faire peur. Soudain, un génie apparaît, te fait tourner la tête et très peur, puis il parle. Ah, c'est fort. Celle-là est bonne, non ? Ça, il y arrive. Enfin, très bien, très bien, très bien. Le film est vraiment très bon. Regardez-le. Alex dit que je n'ai pas vu Soli depuis longtemps. Ça te va si on parle de Millet ou si on critique quelque chose ? Non. Non, 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 il apparaît aussi. Ah, on parle de Sainte-Rose ? Si on parle de Sainte-Rose, parce que, eh bien, ça vient de là-bas, de ce coin-là. Est-ce une terre d'Argentine meilleure et plus belle ? Celle-ci, voyons voir, oui. Salutations, Soli, oui pour moi. Quel plaisir de vous voir en direct. Parfois, je dois regarder en différé. Ravi que tu sois là. Salutations, Soli, excellent. Elle dit, je trouve la nouvelle fille défi de Tom Cruise nulle, non ? Alex a l'air génial. Ce qui suit, c'est manger. C'est de la comédie, Mais lourde. C'est Tom Cruise, c'est lui. Enfin, ce sont deux personnes intenses. Parce qu'Iñárritu est très intense, tout comme Tom Cruise. Comme si tu les connaissais, non ? Mais disons, tu les connais à travers le cinéma, non ? Et donc, ils sont tous les deux très intenses. Donc ça va être très intéressant, je suis sûr que quelque chose de bien va en sortir. À ce jour, tout ce que j'ai vu d'Iñárritu m'a plu. Non, enfin, et Tom Cruise aussi est toujours bon. Même dans les mauvais films, il s'en sort bien, c'est comme ça. Par exemple ? Celle de... La comédie ? Non, 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 non. Celle qui est une action, mais qui n'est pas comme Mission Impossible. Tu te souviens de celui qui est aussi un Reaper, déjà ce Jack. Oui ou non ? Reaper ? Non, ce n'est pas lui, c'est Richard. Non, c'est Richard. Le film, oui, mais aussi une série. Oui, il y a une série, elle est divertissante, pas excellente, mais agréable à regarder. Je pense que ce sera très intéressant, non ? Elle dit, Leonardo Pepe dit, le 18 décembre, j'avais déjà tout acheté, je suis très prévoyante, maintenant je me promène jusqu'à Noël. Bravo Leonardo, excellent. Excellent Leonardo. Et celui-là, oui. Jack Richard, pas Rick Richard. Nous, sur certains points, nous sommes prévoyants sur ce sujet, spécifiquement cette année. Cette année, pendant la semaine de Noël, nous prenons toujours beaucoup de temps. Toujours la semaine, oui. Normalement, on achète les cadeaux à l'avance, mais ça fait 2 ou 3 ans. Oui, que c'est à la dernière minute. Jack Richard, oui, nous sommes avec Jack Richard, non, Richard. Richard, oui, exactement. Non, Qui cherche exactement comme un moteur de recherche. Pas le moteur de recherche, le moteur de recherche. heureusement qu'on ne l'a pas traduite littéralement en espagnol, n'est-ce pas ? Remets en question. Si des institutions comme l'Organisation des Nations Unies et les traités internationaux restent pertinentes, ou si le monde est revenu à la loi du plus fort en mer. C'est ce que nous nous demandons tous en 2025, c'est essentiellement la question de cette année, n'est-ce que non ? Et que se passe-t-il, n'est-ce pas ? D'accord. Bon, alors en ce moment, comment ça s'appelle ? Grossi, Raphaël Grossi, il veut être président de l'Organisation des Nations Unies, enfin, dirigeant de l'Organisation des Nations Unies. Oui, il a dit qu'il voulait l'être. Oh oui, il est soutenu, je ne me souviens plus, l'Italie est le pays qui le soutient. Je crois qu'il a déjà présenté, comme il le dit, que l'Organisation des Nations Unies doit se prendre plus au sérieux. C'est l'un des siens ? Bien sûr, ce qu'il propose, non, bien sûr, oui, en gros, tout le monde s'en fiche complètement. Non, oui, c'est ce que dit Moreau. Je suis fan des zombies, dit Moreau. Il existe d'excellents et de très mauvais films de zombies, c'est le problème. Tu sais, j'ai un ami qui joue dans un film de zombies. C'est un film, disons, différent, pas dans le même sens, mais celui-ci est intéressant. C'est un film anglais, enfin, c'est un peu américain, anglais, non ? Oui, et celui-ci, et rien que les zombies, c'est un peu bizarre. Non, franchement, c'est un film où j'ai l'impression qu'on n'a pas compris ou que le réalisateur n'a pas su l'expliquer, car c'est étrange. En fait, ce sont des zombies, mais qui savent les arts martiaux, donc je pense qu'il aurait dû y avoir une touche de comédie, juste un peu, parce que, imaginons, si un zombie, disons que le maître de karaté devient un zombie. Ce serait logique que le maître sache les arts martiaux, non ? Mais si la dame qui passait par là devient un zombie, pourquoi saurait-elle les arts martiaux ? Non, évidemment, ça n'a pas vraiment de sens. Donc j'imagine que cette partie-là n'a pas bien collé, non, ce n'était pas bien expliqué ou quoi que ce soit, et donc il y a eu des critiques. Non,
Mais la production est vraiment folle. Je veux dire, on voit qu'ils ont mis de l'argent là-dedans, non? Comment ça s'appelle? Raycon, quelque chose comme ça s'appelle comme ça. Tout a été fait en Angleterre. Il y a des chars de guerre. Mais t'as vu la bande-annonce? Non, j'ai vu des extraits du film parce qu'il m'a montré les avant-premières avant que celui-ci ne sorte. Il m'a montré quelques scènes et comment elles ont été faites. Et franchement, il y avait vraiment de la production. Le truc, c'est que c'est comme quand tu fais des films avec des thèmes mélangés, que c'est des cow-boys, mais ce sont des cow-boys avec des pseudonymes. Tu dois lui donner une touche comique, sinon ça va sembler bizarre. Enfin, c'est difficile de pouvoir mélanger deux thèmes aussi différents. Parfois c'est possible, par exemple, il y a le Cadin qu'on a vu, là c'est des années 50, c'est parfait. Tu te souviens de ce film d'OVNI à petit budget qui est vraiment bien fait, qui était dans... Oui, la nuit. La nuit de non commencée. Ijol. Je n'ai pas décidé, genre Night Of, ce film c'est quelque chose Night, le meilleur de la nuit. Le meilleur de la nuit avec oui. Là oui. Exactement comme le vide de la nuit. Le vide de la nuit, ou quelque chose comme ce film. Pratiquement, tu ne vois jamais rien, mais en même temps, tu le ressens parce que le jeu d'acteur est tellement bon et les prises de vue sont excellentes. Tout ça te rend nerveux, tu sens que quelque chose se passe. Franchement, c'est un village comme dans les années 50, ça s'appelle Le Meilleur de la Nuit. Le de la nuit? Le Meilleur de la Nuit. Vous la trouverez dans ce qu'on appelle la forme. C'est prima. C'est sur Prime. Oui, c'est toujours en production. Ce sont eux les propriétaires du film, donc il doit être là, même s'ils ont voulu le vendre. Oui, c'est sur Prime, si vous l'avez, regardez là. C'est un film d'aliens, mais totalement différent, et en plus avec un ton réaliste sur comment ce serait vraiment si un de ces objets arrivait. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments de fiction. Mais si quelque chose comme ça arrivait, je pense que, surtout dans les années 50, ce serait quelque chose comme ça. Il n'y aurait pas beaucoup de façons de savoir qu'il se passe quelque chose là-bas. Alors des choses commencent à se passer, et disons que l'information se diffuse d'une manière très, très intéressante. Parce que la protagoniste, l'une des opératrices téléphoniques, vous savez qu'à cette époque, les opératrices de téléphone devaient connecter les appels. Oui, elles entendent tout, ou des fragments d'appels, écoutent et comprennent ainsi qu'il se passe quelque chose d'étrange. Et je ne vous en dis pas plus, parce que en vérité c'est vraiment bien. Salutations à Udul Hernandez et Pépé, salutations de Californie. Peux-tu me dire la météo pour la semaine d'Udul? Et tu as tout à fait raison. Même si nous avons déjà parlé de comment ça va se passer les 24 et 25, et nous avons convenu de faire une mise à jour dans les prochains jours. Alors on fait une rapide maintenant, et demain on fera la complète, d'accord? C'est juste pour ne pas trop s'étendre, juste rapidement comme ça. Ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Vers le Mexique, par exemple, on voit qu'il n'y a que de l'humidité, pratiquement seulement à l'ouest, un peu au sud, n'est-ce pas? Pour les prochains jours, c'est-à-dire pour les 23, 24 et 25, l'humidité va s'étendre dans le sud. On le voit un peu. Oui, il y aura de la pluie, mais rien d'intense, pas de tempête. L'endroit ayant reçu le plus de pluie en 4 jours a eu environ 40 mm. Ortola et Seorta jet detra. Je veux dire, ce n'est pas rien non plus, mais pour le sud, il me semble que c'est à peu près comme un jour ordinaire. C'est-à-dire, non, ce n'est pas comme si toute cette quantité d'eau qui va arriver était surprenante, donc il faut en tenir compte. En plus, ici il fait chaud, mais dans la partie ouest, c'est là que ça va devenir un peu plus intense, en plus avec le froid. Donc oui, c'est mieux pour la Basse-Californie et pour la Californie aux États-Unis, car c'est là que le climat pourra devenir un peu plus fort. Surtout pour la Californie, aux États-Unis, qui vit actuellement un phénomène intense. Ne considérez pas uniquement la quantité d'eau prévue, comme 200 LNM pour le sud de la Californie. Là, il se peut même que cela provoque des inondations, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est Basse-Californie, ce qui est le Nevada, pareil, même pour l'Arizona, qui est un état plus. Tendant vers le désert, il va y avoir énormément d'humidité pour les 3 prochains jours. En fait, non, c'est-à-dire, prenons le 22, on va compter le 22 parce que le 22 n'est pas encore passé non plus pour avoir 4 jours. En 4 jours, 200 mm de pluie à Los Angeles, Californie, une forte humidité. Cela s'étendra aussi à d'autres États, mais ce ne sera pas aussi fort qu'en Oregon, à Washington ou en Utah.
Et disons que du point de vue de l'humidité, c'est le plus important, il y aura quelques chutes de neige qui vont arriver, mais seulement au début de l'année. Pour ce qui est de, comment ça s'appelle, New York et toutes ces régions, pour ce qui est du nord-est, non. Et rapidement. Voilà, rien de plus. Pour avoir le dernier détail. Les températures, comment vont-elles être pour les prochains jours? Le plus froid? En pensant à, Noël et tout ça, regardez, c'est plutôt agréable, plutôt bien. Donc non, le problème ne sera pas les températures. Je veux dire, à moins que vous ne viviez déjà en route vers le Canada, presque pratiquement au nord. Mais les températures, même par exemple pour Chicago, c'est-à-dire si on regarde les températures par exemple pour Chicago, on va avoir des minimales de 5 degrés, 4 degrés, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment si intense. C'est-à-dire, et ça c'est la minimale, la maximale, la journée, pareil, c'est-à-dire la maximale et la minimale sont presque pareilles. Le 23, on est encore à 1 degré, mais le 24, on est déjà à 5. Et le 25, pendant la journée, il fait 4 degrés à Chicago, donc un Noël assez tranquille en ce qui concerne le froid. Ils n'auront ni tempête ni vortex, il fera même moins froid. Ici, comment ça s'appelle? Pour le nord-ouest, non. Et le Mexique, regardez, c'est... non. On ne s'attend pas à un hiver comme ça, super froid, ni rien, du moins pas pour décembre. Pour Noël, c'est-à-dire pour Noël. Sauf en Basse-Californie, où les pluies rendront les précipitations intenses. Mais les températures ne semblent pas très froides, non. Même avec les pluies, ça ne paraît pas si froid. Disons, même en journée, avec les pluies, la température restera quasiment la même qu'entre le jour et la nuit, autour de 10-11 degrés. Elles vont être autour d'une moyenne de 12-13 degrés environ. Là-bas aussi, pareil pour la ville de Mexico, à peu près dans la même fourchette, autour de 15 degrés, jour 23 ou 24 environ. Demain, on fera une analyse plus détaillée, mais pas plus longue, pour ces jours-là et les jours 1 et 2. On peut déjà le voir aussi, non? Ce salut, dit Martin dans la coïncidence, la conscience humaine est la violence insensée, morbide, terrible. Comme c'est normal, il est logique que nous vivions en conflit, dit Martin. Je ne crois pas à ça, Martin, je ne crois pas que la personne soit naturellement violente, non, mais bon, toi oui, tu crois à ça? Je veux dire, chacun son avis, mais non, je ne crois pas du tout que ce soit comme ça. Non. Si c'était le cas, le monde n'existerait pas, point. C'est-à-dire, la planète n'existerait pas. C'est le contraire, exactement, non. C'est-à-dire, c'est la majorité. Nous sommes solidaires, nous nous aidons et cherchons à bien nous entendre. C'est la réalité. Si ce n'était pas le cas, nous ne serions même pas ici dans la communauté. Nous serions tous ici en train de nous crier dessus, de nous insulter, donc ce n'est pas la réalité. Martin, non, on n'invente pas des choses qui finiront par te nuire aussi. C'est-à-dire, il est vraiment important d'avoir cette santé mentale, de faire attention à la façon dont on pense. Parce qu'au final, la façon dont on pense influence aussi la façon dont les choses vont se passer pour nous. On va voir la réalité comme elle est, et c'est celle-là que tu auras, donc attention, c'est important. J'en vois que tu as une grosse accolade, hein, c'est de la lumière. Germain, il s'appelle Germain Martin, n'est-ce pas? Germi ou Germis, comment vas-tu? Salutations jusqu'en Suisse, Germain, merci beaucoup d'être membre de la chaîne. Je crois qu'il y a 2 membres de la chaîne. Non, 2 membres. Membres, c'est super, merci beaucoup. Germain, salutations. Comment ça va là-bas? Au pays du chocolat? Bon, ici, au pays du chocolat, non. Le cacao, c'est l'art qui parle et nous écoute pendant qu'il conduit. C'est bien à Gilberto et moi, à Guillaume, qui nous regarde depuis Mexicali, à Maximiliano Codas de Castilla aussi, dit Panamorado dit. Lester et Pépé ont vu l'épisode 8 de Pluribus, très intéressant. Ils attendent la fin de la saison 24. Salutations du Costa Rica, santé. Salutations, très bien. Au fait, ceux qui regardent Pluribus, oui, demain lundi, il y a un épisode. Demain lundi. Oui. Non. Ce lundi-là, ils l'ont avancé. Ils l'ont avancé parce qu'il y aura Stranger Things le 24 et le 25 pour concurrencer. Enfin, pas concurrencer, et puis avec les fêtes et tout ça. Je disais, tu sais déjà, mon pote Morado, ici lundi, demain. Demain, Pluribus, nouvel épisode. Soyez attentifs. Voilà. Alex dit que je ne suis pas violent avec une fille, que je ne suis pas violent. Il affirme que je ne suis pas violent avec une fille. Il dit... Salut, comment tu vas? Danny Villard, il dit que 99% du monde est bon. La plupart des bananes, c'est que ça ressemble à une banane comme les politiciens. Qu'il n'y a pas de droit. Salut. Danny Villard. Selon Danny, la violence insensée est inconsciente. Oui, merci beaucoup Martin, merci infiniment.
De même, ce oui, non, définitivement oui, donc il y en a, non. Et s'il y a des groupes, malheureusement, beaucoup arrivent au pouvoir de ces groupes violents. Non, ils existent, il ne faut pas les nier, mais la majorité n'est pas ainsi. Et soudain, attention, parce que soudainement aussi, on a peur de la violence, il dit. La violence est néfaste, elle détruit et empoisonne l'âme. Ça, c'est la vengeance. Oui. Je sais, mais je l'ajoute aussi. La violence n'est pas toujours mauvaise. Attention, parfois c'est nécessaire aussi. La boxe, par exemple, si c'est de la violence, l'art martial l'est aussi. Il faut aussi abandonner l'idée que la violence est mauvaise. C'est pour ça, ok, parfois c'est nécessaire, parce que sinon, en fait, on ne serait même pas ici en train de vivre. Si cette violence n'existait pas, nos ancêtres n'auraient pas pu se nourrir. Parce que je dis, aller chasser, ça implique une violence contre le petit animal, et il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire, il faut chasser. Parce que s'il ne mange pas, alors nous vivons et nous sommes ici aussi grâce à cela. Donc le point, c'est comment on l'utilise. J'ai eu la chance d'avoir un grand maître en arts martiaux et j'ai beaucoup appris parce que j'étais un gamin de village, très innocent, vraiment très, eh bien voilà. Je veux dire un gars sympa, disons. Et le maître disait, ils vont te manger tout cru, ils vont te manger tout cru où que tu sois. Parce que tu as besoin d'avoir un peu de malice, si tu n'as pas cette malice, ils vont te manger tout cru. Alors révèle à toi. Non, fondamentalement, non. Alors le maître, eh bien, il ne s'est pas attaché à moi, disons, et il a commencé à s'entraîner, et fondamentalement, je suis devenu comme son assistant à un moment donné. J'étais fasciné, car j'aime beaucoup le taekwondo. Donc oui, il me donne ses explications. Et alors, l'art martial, ce n'est pas seulement savoir se défendre et savoir agir, mais tu dois comprendre qu'au moment où l'art martial est utilisé, eh bien, c'est de la violence. Et tu ne peux pas être gentil. C'est-à-dire, si tu défends ta vie ou celle de tes proches, tu dois comprendre que c'est un peu comme ce John Wick, en gros, non? Ou bien c'est comme si tu passes en mode défensif. Et c'est pour ça que je dis quelqu'un. Les arts martiaux, quelqu'un qui sait vraiment les pratiquer, ne devrait jamais chercher la bagarre. Et rien, parce que c'est une arme, ce n'est pas une arme, c'est le même genre de situation que si tu avais une arme, tu ne peux pas l'utiliser comme ça. Il faut juste l'avoir en tête, mentalement. Cette violence ne peut être utilisée que contre quelqu'un qui vient, en gros, pour te tuer. Non, en fait non, donc... Eh bien oui, c'est-à-dire, si elle est aussi nécessaire, dans certaines occasions, non. Si ça ne tombe pas, alors ce juste milieu, non, qu'il faut vraiment beaucoup travailler. Tout n'est pas exactement équilibre, mais c'est comme ça. Ce n'est pas ce point d'équilibre que, eh bien, nous devons maintenir en tant qu'êtres humains, dit-il. Ce n'était pas Saint Michel Andjar qui a tué le dragon, dit Francisco Arta. Je ne connaissais pas cette histoire. Discutez, discutez, dit-il. Celui-ci, comme les musulmans qui justifient de la violence et la vengeance, c'est exact. Il a déjà atteint un niveau où il la justifie pour une question religieuse, et ça c'est vraiment mauvais. Non, parce que au final, tu ne le justifies pas parce que on va te faire quelque chose à toi, mais littéralement juste pour nuire à l'autre. En gros, non, c'est là que ça ne va pas du côté obscur de la violence, non, et c'est très facile que ça arrive, aussi. Salutations à Rublo Mexique qui est au Canada en train de rendre visite à la famille de Tapatia, dit-elle. Pour une émission comme Accumulateur compulsif en Chine, non? Celui de Chine? Celui des émissions sur les gens qui accumulent, oh là là, c'est impressionnant, c'est vrai? C'est-à-dire que quelqu'un en arrive à ce niveau de maladie, parce que c'est une maladie mentale, parce que c'est la seule explication logique pour accumuler tout ce mur. Il dit, pour chaque dragon, un Saint-Georges naîtra. Oh, je ne connaissais pas cette phrase, intéressant, exactement. Il dit, Brezeka, santé Brezeka, comment vas-tu? Très bien. Salutations à William, aussi à Linda Moreno, à Roble qui reste ici avec nous, aussi à Panterita Sismica qui fait tout trembler quand elle arrive. Salutations aussi à toi, Panterita. Nous saluons Martin Gutiérrez ainsi que Wiko et allons-y les gars. Souvenez-vous que demain, eh bien, nous serons ici en direct. Nous vous envoyons la notification sur Telegram et WhatsApp pour que vous soyez au courant de ce qui se passe et pour voir si vous nous accompagnez pour les achats de Noël. Oui, on y va. Nous avons diffusé à chaque fois, aujourd'hui nous ne sommes pas sortis. C'est pourquoi nous n'avons diffusé que depuis la voiture rapidement, mais nous diffusons aussi depuis l'extérieur. Pour garder votre attention, il ne s'agit pas juste de transmettre l'information, mais aussi de vous montrer la vie. Par ici, non? Salut, prenez soin de vous.
Il vous accompagne dans la circulation, c'est super. À demain. Merci d'avoir suivi le journal PP en direct, où les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.